C'est la seule star des films de kung-fu que l'on peut comparer à Jackie Chan. Il crée des héros en se conformant au maximum à l'esprit des romans de Cap et d'épée. Entre Jet Li et Jackie Chan, lequel est le plus fort? C'est le film le plus proche du combat réel. Attraper la bouche, agripper l'oreille, frapper sur les côtes, doit-on considérer cela comme des coups bas? Ce sont des coups fréquents dans les arts martiaux traditionnels chinois. Quelle est finalement la meilleure technique du kung-fu chinois? La frappe doit non seulement atteindre la cible, mais doit aussi avoir un effet destructeur. Voilà ce qu'est la meilleure boxe. La chemise de fer, le dim mak et fendre une stèle avec un coup de paume, toutes ces techniques mystérieuses existent-elles bel et bien? Quand on tourne une aiguille dans ces zones, vous ne pouvez pas rire ni pleurer. Quelle est donc la légendaire technique du coup de pied sans ombre de Foshan? La rapidité et la ruse. Voilà les clés du coup de pied sans ombre. Notre émission Univers Sport est aujourd'hui consacrée à Jet Li, la légende vivante des films de kung-fu. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue à notre émission Univers Sport, je suis Bing Xian. Nous connaissons bien les deux invités qui sont sur notre plateau, Zhao Tilong qui est passionné de combat libre et notre journaliste Yan Fei. Aujourd'hui, on va parler de Jet Li. Jet Li est né le 26 avril 1963 à Beijing. C'est le petit dernier d'une famille d'ouvriers. Comme ses parents ont des difficultés à le nourrir, ils l'inscrivent à l'école des sports de Shechahai alors qu'il n'a même pas encore 10 ans. Dans cet établissement, il peut manger à sa faim. En 1971, Jet Li est sélectionné par l'entraîneur Rubin et commence sa carrière dans les arts martiaux. En 1975, aux Jeux nationaux de Chine, il se mesure aux adultes alors qu'il n'a que 12 ans. Il décroche le titre de champion au concours général. Les années suivantes, il gagne 5 fois d'affilée le titre de champion national de Wushu. Parallèlement, il participe à de nombreux événements culturels. Le Temple de Shaolin, son premier film, sort en 1982. À l'époque, un ticket de cinéma coûte seulement 10 centimes de yuan. Le film génère pourtant 100 millions de yuan de recettes au box-office. Le cinéma fait désormais partie de la vie de Jet Li. Différent des personnages ordinaires pleins de malice si bien interprétés par Jackie Chan, ceux incarnés par Jet Li se rapprochent beaucoup plus de l'image du héros des épopées traditionnelles. Dans les années 90 surtout, ses rôles d'hommes valeureux et épris de justice comme Wong Fei-rong, Fang Shouyu et Lin Ruchong font de Jet Li la seule star du kung-fu capable de rivaliser avec Jackie Chan. Certains cinéphiles différencient les deux styles. Pour eux, Jet Li bondit sur les toits, tandis que Jackie Chan se vautre par terre. En 1994, Jet Li brise les conventions dans Fist of Legend. Adaptation de La Fureur de vaincre, un classique où joue Bruce Lee, ce film ajoute à l'histoire originale une réflexion sur les relations sino-japonaises. Davantage de profondeur est donnée au personnage principal, Chen Zhen. Mais la plus grande percée du film est la chorégraphie des combats. Toutes sortes de techniques de combat rares à l'époque sont utilisées, ce qui surprend les cinéphiles habitués au film sur Wong Fei-rong. Peu après sa sortie, le film marque déjà d'une pierre blanche l'histoire du cinéma de kung-fu dans le monde. Et il fait désormais office de référence dans le genre. Jet Li, quant à lui, est considéré à Hollywood comme un modèle esthétique pour les films d'action. Ce film montre de nombreuses techniques de combat modernes, comme par exemple la boxe, particulièrement avec le jeu de jambes, le muay thai, le combat libre, ainsi que des styles de boxe du nord de la Chine. On peut dire que c'est l'un des films qui fait de la part la plus belle au combat réel. Dans la première scène du dojo de Ronko, Chen Zhen utilise des techniques qui peuvent faire penser à des coups bas. Par exemple, il attrape par la bouche, frappe sur les côtes et à l'intérieur des cuisses et tord des doigts. Des techniques exécutées brillamment par Jet Li dans le film.
En réalisant notre série documentaire L'expérience du vrai Kung Fu, j'ai découvert que ces techniques étaient courantes dans les arts martiaux traditionnels chinois. À l'époque, les combats réels étaient nombreux et ces techniques étaient donc très utiles. Les techniques comme celle de tordre les doigts sont fréquentes en défense personnelle. Prenons le cas d'une femme qui serait ceinturée par un homme. Je dois écouter attentivement. À ce moment-là, si la fille peut tordre les doigts de l'assaillant, elle peut facilement prendre le dessus. Mais il est difficile de tordre des doigts, il faut beaucoup de force. Par exemple, quand on est ceinturé comme ça, on peut tordre un doigt vers le revers de la main. Tordre un seul doigt suffit? Oui, un doigt suffit. Même si les femmes ont moins de force que les hommes, elles peuvent facilement tordre un doigt avec la force de leurs bras. L'assaillant aura peur de la fracture. Oui, la douleur le fera lâcher prise. La fille peut donc trouver l'opportunité d'échapper au danger. 年轻人，告诉我最强的拳是什么拳？把全身的力量集中在一点爆发出来，就是最强的拳。哎呦，打得蛮好看的，可是我从来就没见过石头会打人。你要知道，我们的对手是会动的人哦。 En plus de techniques de combat éblouissantes, le film Fist of Legend est apprécié pour sa manière unique de présenter différentes philosophies des arts martiaux. Dans cette scène devant la tombe de Ro Yantia, Chen Zhen et Funakoshi Fumio confrontent leurs points de vue. 哦，这么说你们霍家拳跟唐手一样，是制刚的拳法？你到底懂不懂拳法？刚缺柔是浪费力气，柔缺刚是攻而不克，缺一不可。老师傅。 Je partage ces deux manières de voir les choses. Chen Zhen parle du niveau de force, c'est-à-dire la force des attaques. Funakoshi Fumio insiste sur la précision, et c'est aussi très important. D'après moi, la boxe la plus puissante doit être à la fois forte et implacable. La frappe doit non seulement atteindre la cible, mais doit aussi avoir un effet destructeur. Voilà ce qu'est la meilleure boxe. Funakoshi Fumio interrompt le combat à plusieurs reprises. Il veut briser dans son élan le vigoureux Chen Zhen. Tout d'abord, comme il est plus âgé que Chen Zhen, il ne peut pas rivaliser avec lui sur le plan physique. Chen Zhen a l'avantage en termes de conditions physiques, mais il est impatient et irascible, comme les jeunes de son âge. C'est la rage qui le guide quand il se bat. Dans cette situation, Funakoshi Fumio utilise plusieurs fois l'arme psychologique pour déstabiliser son adversaire. Un des moments forts du film Fist of Legend est l'apparition du japonais Go Fujita, surnommé le robot. Jet Li a invité Billy Cho, une célébrité dans les cercles du combat libre, à interpréter ce grand rôle. En fait, c'est un expert en combat libre. On a vu un grand nombre de ses combats. Et il a remporté plusieurs fois le titre au championnat de combat libre du sud-est asiatique, ce qui équivaut à un niveau international.
Dans le monde du cinéma, le seul à pouvoir peut-être rivaliser avec lui est Kenneth Lowe, qui est garde du corps assistant de Jackie Chan. Cet officier japonais, interprété par Billy Cho, utilise le style Ranglien, une forme externe similaire à la chemise de fer en kung-fu chinois. Ce style permet d'encaisser les frappes ordinaires en bandant ses muscles. Cependant, les muscles peuvent se relâcher en un instant si on se déconcentre. On risque alors de se blesser. C'est pourquoi Chun Jun feint d'attaquer les yeux de son adversaire. Le but est de détourner son attention pour qu'il relâche ses muscles afin de se protéger les yeux. À cet instant, il devient vulnérable. La chemise de fer est l'une des techniques les plus mystérieuses des arts martiaux chinois. Mais dans ce film, Chen Zhen fait preuve de malice et a même recours à ce qui ressemble à des coups bas pour briser ce mythe. Cette frappe sous l'aisselle est un coup d'expert. Les points faibles de la chemise de fer sont généralement les aisselles, l'entrejambe ainsi que les yeux. Chen Zhen attaque l'adversaire par 2 de ses points faibles. Les années 90 sont une période faste pour les films de Jet Li. Tai Chi Master est un chef-d'œuvre de cette époque. Suite à sa sortie, de nombreux médias étrangers s'intéressent davantage au Tai Chi Chuan. Jet Li fait même une démonstration lors d'une interview télévisée. Bien sûr, Jet Li montre dans ce studio l'aspect le plus spectaculaire du Tai Chi Chuan. Mais dans Tai Chi Master, il expose de manière beaucoup plus exhaustive sa conception du Tai Chi Chuan, permettant ainsi au grand public de mieux percevoir les mystères de cet art martial. En fait, il y a là un concept du kung-fu qui consiste à intégrer totalement l'entraînement dans les gestes de la vie quotidienne. Cela veut dire qu'on s'entraîne en permanence. Je connais des maîtres de Tai Chi Chuan qui s'exercent avec de l'eau ou bien des boules de tailles différentes. Il existe une méthode très efficace que je vous recommande. Elle consiste à utiliser une boule de bowling. Le mieux est de prendre une boule de 7 ou 7,5 kg. Avec la paume, vous la faites rouler de cette manière contre un mur. Vous faites des ronds comme ça. À quoi ça sert? À savoir utiliser la force d'ensemble du corps. Cela aide à la perception et au contrôle de la force. En parlant de pratique, on voit dans cet extrait les moines de Shaolin s'entraîner en permanence. Ils s'exercent quand ils mangent, dorment et même quand ils font la lessive. Mais peut-on vraiment s'entraîner en permanence dans notre quotidien? Moi, en tout cas, je le fais. Quand je me tiens debout, je travaille la posture de l'arbre. En marchant, j'exerce mon jeu de jambes. Assis, je pratique la méditation. Durant toute sa vie, le général Xu Shiyou avait l'habitude de s'entraîner pendant son sommeil. De nombreux maîtres des arts martiaux perpétuent cette tradition.
么强的天宝？他是不小心看到的。给我抓住这2个孽徒，罗汉棍阵。是。大家都是同门师兄弟，稍安勿躁，有话好说嘛。佛光出现，万棍降魔。Dans les films de Kung Fu, les maîtres punissent sévèrement leurs élèves qui ont appris en cachette des techniques. Mais d'après moi, la soif d'apprendre est une bonne chose. Alors pourquoi les punir? Les propos de maître Wu Lianzhe qu'on a recueillis dans le cadre de notre documentaire sur le Batituan m'ont fait forte impression. Je pense que c'est un test que les maîtres faisaient passer à leurs disciples. Un maître n'enseigne pas à n'importe qui. Il doit s'assurer que son disciple a atteint un certain degré de qualité morale. Ça se comprend aisément, car si ce savoir tombait entre de mauvaises mains, il serait utilisé à mauvais escient. Je pense que c'est une raison très importante. La deuxième raison, c'est qu'il ne peut enseigner aux imbéciles. Ces derniers pourraient utiliser ce savoir à tort et à travers et se vanter de leur qualité de disciple. Cela risquerait d'entacher la réputation du maître. C'est la deuxième raison. Quelle punition était réservée à celui qui étudiait en cachette? Selon le règlement du Batituan, il devait être battu à mort par ses condisciples. C'était très strict. Cet extrait du film Tai Chi Master est non seulement comique, mais il montre de manière vivante un autre aspect du Kung Fu, à savoir le Dimmak et la médecine traditionnelle chinoise. Yemfe a fait l'expérience du Dimmak. Oui, j'ai essayé l'acupuncture aussi. C'était une sensation très désagréable. On ne peut pas rire ni pleurer quand on en a envie. De nombreux points d'énergie coïncident avec les plexus nerveux de la médecine occidentale. Ce sont des zones très sensibles à la douleur. Quand on tourne une aiguille dans ces zones, vous ne pouvez pas rire ni pleurer. Y a-t-il vraiment un point du rire et un des larmes? Du moment que la stimulation est suffisamment intense, tous les points d'énergie peuvent être un point des larmes. Mais le point du rire, je ne l'ai pas appris parmi les 36 points du Dimmak. Ce n'est pas un des 36 points du Dimmak. Quand on parle de Jet Li, impossible de ne pas évoquer le film Le Temple de Shaolin, qui est sorti en 1982. Que ce soit grâce à sa chanson thème ou à Tue Yuan, personnage principal mangeur de viande interprété par Jet Li, il a marqué les esprits. Premier film de kung-fu de la partie continentale projeté à Hong Kong, ses recettes au box-office s'élèvent à 26 160 000 $ hongkongais, un record. Bien entendu, l'une des scènes les plus spectaculaires est celle où l'on voit les renfoncements dans le sol générés par les moines de Shaolin. Ceux qui sont allés au temple de Shaolin ont tous vu ces renfoncements dans le sol. Ils existent vraiment. Il y en a beaucoup dans la grande salle, environ une vingtaine ou une trentaine. Les briques se sont enfoncées sous l'effet des coups de pied des moines. Quel exercice peut produire cela? La réalité est différente du film. Si quelqu'un piétinait le sol avec un seul pied, et même au point de soulever la poussière, cela lui prendrait des milliers d'années pour produire un renfoncement aussi grand dans ces conditions. C'est ce que le film laisse à penser. Effectivement, mais en réalité, pendant l'entraînement, il concentrait dans un seul mouvement tout le poids du corps, soit plus de 50 kilos. À l'accélération, la force est plus grande qu'en piétinant. Faites-nous une démonstration. Regardez, vous faites monter votre centre de gravité, et puis... Le sol a tremblé. Voilà l'effet produit. Suite au succès du film Le Temple de Shaolin, Jet Li poursuit sa carrière dans le monde du cinéma en jouant dans des superproductions. Le personnage qu'il a incarné le plus au grand écran jusqu'à présent est Wong Fei-rong, grand maître de Kung Fu de Foshan. Entre 1991 et 1997, Jet Li interprète Wong Fei-rong dans Il était une fois en Chine, une histoire en 6 volets. Il était une fois en Chine 3, le tournoi du lion, et le film de Kung Fu qui a généré le plus grand nombre de clics sur Internet. L'œuvre se distingue par la combinaison de la danse du lion et du Kung Fu.
Vous vous êtes intéressé à la danse du lion dans l'expérience du vrai Kung Fu? Oui, on voulait particulièrement revivre la scène de combat de lion dans l'expérience du vrai Kung Fu, mais on s'est rendu compte que l'environnement est totalement différent de celui de cette époque. Les personnes qui exécutent la danse du lion viennent absolument toutes de clubs d'arts martiaux. Elles sont capables de faire des mouvements très difficiles et qui demandent beaucoup d'entraînement physique. Mais plus personne ne peut faire ces combats de lion. C'est devenu impossible. Autrefois, une famille de marchands ou une famille riche mettait en jeu une balle de soie qui était accrochée. De nombreux lions devaient alors se battre pour s'en emparer. Pourquoi? Parce que la balle était remplie d'argent. Le vainqueur pouvait donc remporter la somme. De nos jours, les commerçants n'invitent qu'une seule équipe de danseurs. Par exemple, l'équipe de la famille Wang va venir exécuter une danse, mais celles des familles Li et Zhang ne seront pas conviées. Cela veut dire que le lion de la famille Wang va s'emparer de la balle sans aucune difficulté. Il n'y a plus de compétition. Dans ce cas, difficile d'évaluer le niveau réel en kung-fu des danseurs. Dans le film Il était une fois en Chine 3, le tournoi du lion, Clubfoot, le personnage interprété par Sin Ting Xiong, fait la démonstration de techniques de pied impressionnantes. Mais en combat réel, les jambes présentent-elles des avantages par rapport au poing? Il y a un adage qui dit que les mains sont des battants de porte et que l'attaque dépend des pieds. D'abord, on peut faire une analyse grâce à la science moderne. Les muscles des jambes sont plus forts que ceux des bras. Deuxièmement, les os et les muscles des jambes travaillent tous les jours parce qu'on marche. La densité minérale osseuse et la densité musculaire sont plus élevées que pour les membres supérieurs. Quand un homme se bat contre plusieurs adversaires, utiliser les pieds présente un avantage par rapport au poing. Premièrement, c'est plus puissant. Deuxièmement, la distance de frappe est plus grande. On peut faire un balayage. Oui, il peut faire un grand balayage. Troisièmement, c'est plus clément qu'avec les poings. Pourquoi? Quand on projette un adversaire d'un coup de pied, il y a une force pénétrante. Il y a aussi une force qui repousse. Ainsi, c'est facile de projeter quelqu'un. En combat réel, si l'adversaire a fait un vol plané après avoir reçu un coup de pied, ce n'est pas grave. Ce qui est dangereux, c'est qu'après un coup, il s'immobilise et s'effondre lentement par terre. Parce que c'est une blessure interne. Cette scène où Wong Fei-rong fait office de médiateur est un des moments forts du film. Elle montre non seulement les querelles dans le cercle des arts martiaux à l'époque, mais donne aussi une illustration du proverbe « Les maîtres se reconnaissent au premier contact ». En combat réel, un maître peut soumettre son adversaire en un instant. Si vous ne gardez pas assez d'énergie, l'affrontement peut se réduire à seulement 3 mouvements. Entre maîtres, un seul mouvement peut déterminer la victoire? Oui, en fait, 2 maîtres se mesurent l'un à l'autre dès le moment où ils se rencontrent, et non quand ils commencent le combat. D'abord avec le regard? Oui, d'abord le regard, puis avec la voix. Parfois, ils observent la manière de marcher de l'adversaire pour évaluer son niveau de kung-fu. S'ils ont l'occasion d'avoir un contact physique, comme par exemple en disant « vous d'abord », ils s'affrontent en silence. Sous couvert de se faire des politesses, ils évaluent le niveau de l'autre et généralement ils y arrivent. Quand le moment est venu d'en venir au corps à corps, le combat n'a plus de sens. Bien sûr, ce film doit beaucoup son succès au fait qu'il montre la quête ultime d'un maître de kung-fu, à savoir changer le mal en bien grâce à la vertu. C'est ce qui se passe avec les personnages de Wong Fei-rong et Clubfoot.
Et il y a de nombreuses manières de décomposer le caractère Wu de Wushu. Personnellement, je privilégie celle avec les mots arrêtés et KO. On pratique le Wushu pour faire cesser les querelles, et non pas pour causer des troubles. Le film illustre bien ce point de vue avec l'histoire de Club Foot. C'est très classique. Dans les volets d'Il était une fois en Chine, il est question du coup de pied sans ombre. L'expression qui frappe les esprits semble bien mystérieuse. On connaît la technique, qui consiste à terrasser son adversaire en enchaînant les coups de pied volants. Elle est si populaire que même les enfants l'imitent sur leur lit. Mais qu'en est-il du coup de pied sans ombre? Existe-t-il vraiment? Petit, on aimait se jouer des tours. Par exemple, on faisait un geste brusque pour se gratter la tête. Ça détournait l'attention de l'autre et on en profitait pour lui frapper le ventre. On faisait des farces de ce genre. À l'époque, en combat réel, les gens qui utilisaient le coup de pied sans ombre feignaient d'attaquer la partie supérieure du corps pour détourner l'attention de l'adversaire. On enchaîne alors avec une attaque sur la partie inférieure, comme un coup de pied au tibia ou à l'entrejambe. Il faut faire vite, réfléchir et avoir l'œil. La rapidité et la ruse. Voilà les clés du coup de pied sans ombre. Il ne s'agit pas d'un enchaînement de coups de pied volants. Ça, c'est un effet visuel pour le cinéma. Du point de vue du kung-fu, même si vous êtes capable de donner plusieurs coups de pied pendant que vous êtes en l'air, mieux vaut ne pas le faire. Pourquoi? Parce que vous devez concentrer votre énergie pour frapper efficacement. Le kung-fu chinois, ce n'était pas fait pour la compétition, mais pour le combat réel. En combat réel, il faut tuer l'ennemi en une attaque. Mieux vaut un coup puissant que 100 coups en l'air. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs. N'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.